Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien? Oh yeah! Oh yeah! Excellent, parce qu'on a des belles nouvelles, ça va être super drôle. Commençons par le HMS Plug. 6-7 octobre, le Objective by DC, événement de sécurité Mac. Il va y avoir du 15 au 17 novembre, le European Cyber Week à Rennes, qui va être super intéressant également. J'ai beaucoup aimé mon expérience l'année passée, j'ai très hâte d'y retourner cette année. Et suivant cette semaine-là, il y a la Connected Wood à Angers aussi, que je vais être cette année. Donc, c'est l'essentiel des Shameless Plug. On va commencer par une nouvelle très intéressante, puis j'ai trouvé ça très intéressant que tu amènes ce sujet-là, puisque j'ai fait un épisode il y a une dizaine d'épisodes à peu près en arrière sur les VPN, sur l'usage des VPN, puis sur le fait que les VPN sont un élément important, intéressant. Oui, fine, mais il faut faire attention. Puis moi, je m'adressais que du volet des VPN commerciaux standards, ExpressVPN, NordVPN, ceux qu'on connaît puis qui fait énormément de pubs. Puis je démystifiais qu'est-ce que ça servait. Et justement, où ça ne servait pas à ce qui était vendu dans ces tribunes-là. Toi, tu arrives avec une nouvelle supplémentaire qui est très intéressante, que il y a certains malveillants qui vont vendre l'idée d'un VPN, mais c'est pas tout à fait ça qu'on prend. Non, puis je vais revenir avec des petits éléments de base. Une personne malveillante, ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent ou se servir de vous pour accroître sa rentrée d'argent ou pour amplifier son effet pour faire plus d'argent. Écoutez, faire de l'argent, c'est un petit peu c'est le motif, en fait, hein, de ces personnes malveillantes-là. J'aimerais rappeler une chose, une personne malveillante, et c'est pas péjoratif. Une personne malveillante est une personne paresseuse. Autrement dit, elle veut être capable de bâtir, réaliser et conclure son effet au coût d'un effort raisonnable. S'il y a beaucoup d'efforts à déployer par le malfaiteur pour arriver à ses fins, dans un brouillard où ce malfaiteur-là ou cette malfaitrice-là ne sait pas combien d'argent pourrait faire, c'est des gens paresseux. Ils mettront pas l'effort. Alors, depuis plusieurs années, là je mettais la table, Nicolas est en train de rire. Alors, depuis quelques années, on les voit, les annonces, réseaux sociaux, autant anglophones que francophones, les applications, etc. La publication, justement, sur les bienfaits de l'utilisation d'une connexion VPN, ça a en fait un but bien précis, c'est d'assurer une connexion privée entre vous et les différents fournisseurs, sites web que vous consultez, etc. C'est comme si ça vous mettait dans un beau grand nuage inatteignable ou pratiquement inatteignable qui sécurise vos transactions. Alors, avec une multiplication justement des publicités sur les bienfaits de l'utilisation de VPN, si un malfaiteur tombe là-dessus, au bout de quelques mois, un an et demi, 2 ans, avec l'utilisation grandissante, ben, ça devient un vecteur fort intéressant pour ces malfaiteurs-là en se disant, bon, ben, les gens ont été bombardés de publicités de ce type-là, ont commencé à les télécharger, les installer, les déployer, les utiliser. Comment pourrait-on, nous, malfaiteurs, s'introduire au travers de cette multitude de programmes VPN-là pour introduire justement notre propre VPN, mais qui ferait pas juste protéger le client, qui servirait justement à nos fins. L'article prône justement le fait qu'il est possible qu'un produit VPN personnel, sûrement personnel, que vous avez téléchargé sur votre appareil, que ce soit un appareil mobile, une tablette, un ordinateur, peu importe, ben ça provient de gens mal intentionnés qui ont introduit justement du code
malicieux ou une fonctionnalité ou un service qui ne vous sert pas du tout à vous, mais qui passe sous le radar et qui sert des intérêts autres que ceux pour lesquels vous avez téléchargé justement le dit produit. Donc, dans un des cas qui a été décelé, c'est un VPN qui contient justement, vous devenez en fait une antenne relais, tout simplement, dans un très, très vaste réseau de grands malfaiteurs qui veulent produire des actes malicieux et cacher leurs traces. Donc, votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette devient un de ces relais-là sur lesquels transitent des transactions à votre insu qui servent justement à des groupes dont les intérêts sont peu recommandables. Notamment, Nicolas, comme il en a déjà parlé, on fait référence justement au membre du 911.RE, justement dans le dossier ici, qui a été décelé en moins de 15 minutes. Mais la grande idée ici, c'est que faites attention justement aux produits que vous désirez. En fait, votre objectif, justement, de vous protéger, les produits que vous désirez installer, et puis justement la fiabilité des produits que vous installez. Donc, est-ce que ce sont des produits connus? Est-ce que ce sont des produits certifiés? Avez-vous la méthode ou avez-vous l'évidence qui est éloquente qui dit que vous installez un logiciel justement qui sert à cet effet-là sans autres effets, on va appeler ça des effets secondaires, hein? C'est comme des antibiotiques un peu nouvelle génération. Ce que je veux dire par là, c'est que soyez vigilants, c'est comme n'importe quel logiciel que vous téléchargez, hein? Que ce soit du Google Play Store, que ce soit du Apple Play Store, appelons-le appelez-le comme vous le voulez, là. Faites attention à ce que vous téléchargez. Je parle de ces deux éléments-là, mais il n'y a pas juste ça. Il y a des logiciels VPN pour portable, pour tablette, etc. Faites attention à vos sources de données. Renseignez-vous avant d'installer quoi que ce soit pour vous assurer justement que, vous tombez pas sur un logiciel dans lequel contient un code malicieux ou qui est utilisé ou déployé par un groupe malveillant. Puis soyez à l'affût, là. Tapez les noms des logiciels sur Google. S'il est blacklisté, ça va scorer. Vous allez en avoir le cœur net rapidement, mais cliquez pas trop vite. Payez pas trop vite pour ces services-là. C'est des services fort intéressants. Nicolas et moi, on les connaît très bien, ces services-là. Ça fait au-delà de 20 ans qu'on connaît justement les bienfaits de ces services VPN-là. Il y a une multiplication dans les dernières années. Bien entendu, le confinement COVID ces logiciels-là ont connu un essor épouvantable. Il y a un paquet d'éléments, un paquet d'activités, on va dire, je dirais pas très malveillantes, mais que vous pouvez exploiter justement les propriétés d'une connexion VPN pour avoir des accès autres que ceux pour lesquels vous devriez, pour certains contextes, je vais dire médias, pour ne pas justement propager une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais par contre, faites attention, c'est comme n'importe quoi. C'est payant, mais est-ce que votre paiement va financer également du terrorisme ou va payer justement aussi une compagnie légitime pour laquelle vous avez téléchargé le produit qui doit faire uniquement ce qu'il doit faire selon ce qui est écrit. Absolument, puis c'est ça tout l'enjeu, puis tu l'as bien ciblé, c'est choisir un produit qui sert à ce que vous avez de besoin. Puis l'élément là-dedans, qu'est-ce que vous avez de besoin, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Parce qu'un VPN, ça a un objectif très spécifique. Oui, ça sert à protéger, mais puis dans le cas que tu mentionnes, c'est encore pire parce que l'information transite par des serveurs malicieux. Fait que les gens qui pensent qu'ils utilisent un VPN pour se protéger finissent par divulguer encore plus d'informations à des gens malveillants. Fait qu'il faut être très, très prudent. Il y a quelques grands compagnies, on les connaît, l'ExpressVPN, NordVPN, qui ont beaucoup de publicité. Je peux pas les qualifier parce que j'ai pas fait d'analyse spécifique. Je n'ai pas vu sur leur site s'ils ont eu un audit indépendant.
C'est ça, c'est un peu la clé de ce que tu mentionnais, d'avoir un audit indépendant ou d'avoir des symboles qui montrent que il y a quelqu'un qui est allé les vérifier pour s'assurer qu'ils font pas n'importe quoi. Moi, je suis un fan de Proton VPN parce que je sais que la compagnie s'est faite auditer, le code a été audité. Il y a plusieurs éléments qui me rassurent sur le fait qu'ils ne réutiliseront pas ce que j'envoie dans ce VPN-là, et encore moins va être utilisé par des malveillants pour faire foutre la merde. Fait que, tu sais, on paye, mais il faut faire attention. Puis l'autre élément, puis je trouve ça très intéressant, puis c'est nommé 91RE, qui fait que c'est un vrai puis un faux VPN, là. Puis ce modèle-là est très intéressant parce que ce que vous faites en installant ce VPN-là qui est caché à travers d'autres choses, puis ça, il faut faire attention, c'est que vous relayez dans votre connexion Internet du trafic qui est généralement malicieux. Fait que vous devenez à ce moment-là même une cible potentielle pour les forces de l'ordre parce que vous allez commencer à apparaître comme étant un IP ou une adresse qui dégage du trafic malicieux. Donc, c'est très ça. Vous pouvez même avoir du trouble avec votre fournisseur Internet s'il détecte que vous avez ce genre d'activité-là qui émane de votre adresse. Donc, soyez prudents. Puis même le partage de ce genre de choses-là est peut-être pas nécessairement souhaitable qu'un autre individu vienne réutiliser votre bande passante, même si vous en avez beaucoup, vous vous sentez généreux. Cette générosité, malheureusement, elle est utilisée par les malveillants pour mener des activités qui sont moins intéressantes. Puis si ça vient vicier votre adresse IP, vous allez avoir énormément de difficultés pour ensuite rentrer sur des sites bancaires, par exemple, parce que votre adresse IP va rentrer dans le grand chem des adresses IP malicieuses et toxiques. Et entre autres, les sites bancaires puis les sites de transactions s'appuient sur ces listes-là pour bloquer leur accès à leur site, justement pour se protéger contre des manœuvres. Fait que vous vous trouvez dans une situation qui pourrait vous créer plus de problèmes. Ce que Nicolas veut dire, c'est que sans le vouloir, selon votre volonté, vous devenez complice des grands bandits, puis vous vous auto-éjectez justement des accommodements de ce que le grand Internet peut vous proposer, notamment service bancaire. Service bancaire, tout le monde pense que c'est je suis client, j'ai l'application, je fais mes transactions. Non. Les services bancaires, comme Nicolas vient de le dire, il y a un grand dessin. Il parle de scheme, là. Il y a le grand dessin avec des sources autoritaires qui peuvent justement vous auto-blacklister, dépendamment du type de transaction que vous faites. En passant, Bruno Mars, là, sa chanson est super le fun, là, Uptown Funk, là, 3,2 milliards de vues. On parle de 3,2 milliards d'adresses IP uniques différentes. Ça, c'est sur YouTube. YouTube, c'est un site de streaming. Les banques sont capables aussi de récupérer les fameuses adresses IP. Puis les adresses IP peu recommandables, puis vous pourriez vous retrouver dans cette situation-là. C'est tough, là. C'est tough. Parce que là, il va falloir appeler votre banque, puis ils vont vous dire, ben écoutez, votre seule méthode, c'est présentez-vous en personne, puis ça va régler le problème. La situation suivante, ça va être, non, ça me tente de me déplacer. Mais appelle ton fournisseur. Mais on t'aidera pas. Je suis la banque, mais je t'aiderai pas. Puis là, faut se battre contre les grands fournisseurs, démontrer, etc. Vous embarquez dans une saga, faites attention. Tu sais, soyez prudents. Le message ici, c'est soyez prudents, soyez informés, soyez suffisamment curieux. Tu sais, un petit peu de curiosité pour bien vous informer. Si ça marche pas, demandez à votre entourage l'interprétation, etc. Puis téléchargez le bon logiciel qui vous convient justement. Là. Puis allez-y avec des marques reconnues. Allez-y avec, je veux pas faire la promotion de qui que ce soit ici, là, mais allez-y avec des trademarks, justement, reconnus, même des fois si c'est un peu plus cher, si ça correspond à vos besoins. Puis, vous allez être beaucoup plus en sécurité, dormir sur vos deux oreilles. Absolument. De toute façon, on va toujours vérifier
Ça devient difficile, puis c'est un peu plate pour les gens de devoir faire ça, mais on est dans cet univers-là, on peut pas nécessairement faire confiance. Et de toute façon, le service VPN a été survendu tant qu'à moi, fait que je pense pas que on en a tant besoin que ça dans la forme dans laquelle on nous l'a vendu, puis les publicités sur YouTube, tout ça nous incite énormément. Surfshark, ExpressVPN, NordVPN, ces éléments-là, bon. Il y a des études qui ont dit, allez écouter l'épisode 177, je reviens beaucoup sur ces éléments-là. Il y a la survente, c'est ce qu'ils vous vendent n'est pas vrai. Donc, faites attention, c'est peut-être un peu... tant qu'à moi, c'est de la fraude. C'est de la manipulation, puis c'est de la fraude, la façon qu'ils le vendent. Cependant, il y a un besoin, puis ça marche, comme il dit. Ça marche, mais dans un cadre très spécifique. Ben écoute, ça peut amener un débat. Ça peut amener un débat, Nicolas, un débat au-dessus, justement, des différents vendeurs VPN à nos propres fournisseurs, nos très grands fournisseurs. Puis, Nicolas, j'ai vu la face. J'embarquerai pas là-dedans. J'ai pas envie de lancer l'idée. Nicolas aussi, c'est nouvelles à passer. J'ai mes commentaires à faire. Mais, tu sais, à qui incombe éventuellement notre sécurité? Mais faut prôner à un moment donné le service, la qualité du service, les différents besoins. Faut laisser la liberté aux gens de choisir le degré de sécurité auquel ils ont besoin. C'est un débat qu'on fera peut-être éventuellement, mais on fait pas, en évitant de faire le procès de qui que ce soit ici, là, bien entendu. Non, ça, je cherche pas de coupable. De toute façon, renvoyez-nous vos questions par rapport à ces sujets-là. On pourra y revenir allègrement. On aime ça débattre sur ce genre de choses-là. Donc, faites juste se mettre un peu de bûche dans le poêle, puis c'est clair que le feu va se réchauffer, puis on va continuer à parler de ce sujet-là. Fait que je prends ta proposition, puis je vais basculer à mon premier sujet, qui est APT 29, qui s'attaque beaucoup à l'environnement Microsoft, O365, M365, Azure et ainsi de suite, sur 3 axes importants de ce qui a été sorti dans le rapport de Mandiant. C'est ultra intéressant, puis j'adore mon métier pour ce genre de choses-là parce que je suis toujours étonné à quel point les malveillants sont imaginatifs, vont trouver des moyens pour réussir à passer à travers les différentes mesures qu'on met en place, puis j'adore ça, voir ça. Pas que j'encourage ce qu'ils font, mais j'adore leur imagination parce que moi, ça me donne, comme tu dis, elle me force à ma propre imagination à aller plus loin puis justement anticiper où ils vont aller. Ils ont 3 axes très importants puis en même temps, je suis pas hyper étonné parce que surtout le 2e et le 3e, je l'avais déjà vu arriver pour plusieurs raisons. Le premier, je l'avais pas vu arriver comme ça, mais il est fort intéressant. Le premier axe, c'est qu'ils désactivent des licences. Essentiellement, comment M365 ou de l'environnement Office 365 fonctionne, c'est que tu as des licences qui donnent accès à des fonctionnalités, dont des fonctionnalités de sécurité. Si on désactive la licence ou on diminue la licence, la fonctionnalité de sécurité cesse d'opérer et cesse d'opérer vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est fait. La stratégie que tu sais à l'heure actuelle, c'est qu'ils désactivent le logging, les journaux. Essentiellement, ils se rentrent. On ne pose pas la question pour comment ils réussissent à rentrer, mais ils réussissent à rentrer, désactivent la licence, font ce qu'il y a à en faire, réactivent la licence. Fait que pendant qu'ils ont fait leur connerie, il n'y a rien qui a été logué. Ça, j'adore. La stratégie est magnifique. Celle-là, j'avais pas vu arriver comme ça. Il va falloir être vigilant sur ce genre de choses-là. Puis, ouais, Vincent, C'est comme dans les films où tout est filmé par caméra, mais tout d'un coup, il manque 13 minutes. Quelqu'un a fait quelque chose pendant ces 13 minutes-là, mais quelqu'un d'autre a arrêté le VHS, puis il l'a reparti 13 minutes plus tard. C'est excellent. Ouais, c'est à peu près ça. Ben, je trouve l'idée, elle est très spectaculaire, très belle comme ça, puis je trouve ça, bon, ok, comme personne qui va devoir se défendre contre ça, c'est de la merde, mais je trouve ça super intéressant de voir comment ils ont réussi à contourner nos stratégies puis contourner le fonctionnement même de comment O365 les licences fonctionnent. Il y a peut-être une réflexion à côté d'avoir du côté de Microsoft, c'est-à-dire que même si la licence est désactivée, que la fonction continue à opérer malgré tout, ce serait intéressant de voir cet aspect-là qui
ou même si on le désactive, il y a quand même des choses bref, c'est de voir comment tout ça se fait. Et ça impose aussi aux opérateurs de ces tenants-là d'une vigilance plus grande et une surveillance plus grande. C'est-à-dire de recevoir des alertes s'il y a des configurations qui changent. Puis je pense qu'il y a peu de gens qui ont ce degré de vigilance-là. S'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un dans le tenant qui est venu changer quelque chose, qui a une espèce de photographie. J'utilise certains outils chez certains de mes clients qui font une espèce de snapshot qui me permet d'avoir une vision de l'état standard. Puis je suis capable, ce même outil-là, puis je ne l'ai pas déployé comme ça, permet d'avoir s'il y a une déviation de cette configuration, qui est la configuration golden, si on veut. Fait qu'à ce moment-là, de vérifier que ça serait le suivi de ces éléments-là. Mais c'est pas fait parce que les gens ne se préoccupent pas de cet élément-là, puis ça serait important justement de regarder comment ça s'appuie. Mais c'est hyper intéressant. L'article est dans les show notes. Allez lire parce que c'est du bonbon ce qu'ils ont réussi, qu'ils vont faire de ce côté-là. Le deuxième élément de cet article-là, le MFA. Le MFA, qui est vendu par tout le monde comme la solution magique pour régler beaucoup de problèmes. Oui, ça règle beaucoup de problèmes quand c'est bien déployé. Et là, on est toujours dans ces genres de conditions-là. Là, ce que les malveillants ont trouvé, c'est que les entreprises ont beaucoup d'adresses courriels dormantes ou de comptes Azure dormants. Et j'aime bien ton visage. Et là, l'élément, c'est que, puis pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, c'est une stratégie qui est commode, c'est que sur le premier branchement que tu as dans ton compte O365, il va te demander d'initier ton MFA, donc de brancher, d'activer tous les éléments du MFA. Donc, si les comptes dormants, ils n'ont pas d'MFA parce qu'ils n'ont jamais été utilisés, le malveillant rentre parce que, tu sais, on s'entend dans le dark web, il y a des bases de données d'adresses courriel avec des mots de passe. Fait que tout ça réuni, c'est pas trop difficile de guesser puis de réussir à rentrer dans un compte dormant comme ça. Souvent, en plus, les mots de passe qui nous sont donnés sont littéralement médiocres. Bonjour, 1, 2, soleil 1. Tu sais, Nico, là, tu parles du MFA, belle technique, etc. Mettons, on va se mettre dans un contexte de livraison de services, distribution de services, peu importe, là. Soit dans le bancaire. Écoute, il y a des AD, des OpenLDAP, des OpenAD, appelez ça comme vous voulez, là, pour justement rassurer notre clientèle, les membres, les adeptes, les gens enregistrés, etc., qui adhèrent à nos services à une méthode plus sécurisée, justement, d'authentification, etc. Écoute, moi, ce que j'ai constaté, le MFA, je suis pas contre, je suis même pour. C'est une belle pratique, c'est une belle méthode. Moi, c'est le côté frileux. Le côté frileux de mettre un grizzly avec des griffes de 2 pieds de long. Souviens-toi, Nicolas. Donc, c'est un grizzly de 30 pieds. Faut que le grizzly mesure 30 pieds. C'est un grizzly gros comme un cabanon avec des griffes de 2 pieds. Ouais. OK, Nicolas puis moi, c'est un inside ici, mais c'était extrêmement drôle pour expliquer en français quelle grosseur a un grizzly au Canada ou dans le nord du Québec, mais bon. Moi, c'est le côté frileux que je trouve plate ici, Nico. Tu parles des authentifiants dormants, etc. Que je sois, peu importe la compagnie pour laquelle je serais, ce qui manque ici, c'est un peu de... Puis j'aime bien l'expression. Ça, c'est dans... c'est un film avec Michel Côté et puis Louis-José Hood, 2 policiers qui s'aiment pas, puis le policier dit à son fils « Habite tes couilles un petit peu, tabarnak. » Écoutez là, vous offrez un service, vous avez des éléments à protéger, vos éléments, puis les éléments de vos clients, puis de vos membres. Écoutez là, habitez vos couilles un petit peu, c'est ce que je vous dis là. Mettez donc des mesures un petit peu drastiques en place, moyennant campagne marketing, et puis knowledge base, et puis système service clientèle
relativement présent puis clair. La désactivation des comptes dormants automatiques, puis pas après 1 an et demi, là. La désactivation après 3 semaines. Même notification sur méthode de contact enregistrée quelques jours avant désactivation pour avertir le fameux client dormant. Votre client dormant, là, il est peut-être ailleurs, il l'a peut-être oublié. Désolé, c'est pas péjoratif. Il est peut-être mort aussi, là, ça se peut. Mais mettez donc des mesures autres que, comme Nicolas dit, là, on parle d'authentification, on parle de ci, on parle de ça, en DMFA. Mettez donc des mesures un petit peu testiculaires qui disent « Hey, ça suffit, hein? On laisse plus de porte d'entrée, on donne plus de chance aux personnes malveillantes avec des vecteurs de cochonnerie juste parce qu'on se soucie émotionnellement de nos clients. » Non, non. À un moment donné, ça suffit, là. On protège les clients, puis vous êtes tenu par la loi. First, là, si je m'adresse aux compagnies d'assurance puis aux banques, ici, là, il y a de la réglementation, puis il y a des lois, puis vous êtes fourrés, là. OK? C'est le temps un petit peu, là, de grossir d'augmenter la testostérone, puis les testicules, de les habiter, puis d'appliquer des manœuvres. Des manœuvres un petit peu drastiques, là, puis il n'y a personne du marketing ou des RH ou des relations émotionnelles que vous pourriez avoir dans votre entité qui vous dirait le contraire, là, gestion de risque. Hey, on coupe les ponts. Il y a moyen de les rétablir. Trouvez ce vecteur-là. Changez votre façon. On coupe. Mais on met en place une petite équipe de licornes sur un beau petit nuage qui va accompagner vos clients, etc. C'est ça votre méthode. Mais commencez à couper les vecteurs, justement, dont Nicolas est en train de parler, puis protégeons les données, puis appliquez vos politiques puis vos promesses, là, à tout le monde. Hey, vous promettez rien, esti. La loi vous oblige. Arrêtez de me faire chier avec vous promettez. La loi vous l'oblige. C'est plate. Les juges l'ont décrété, c'est annoncé, c'est réglé. Fait que vous faites plus de promesses. Vous avez l'obligation de. On va arrêter de se cacher on va sortir la tête du sable, là, fin du dossier. Ouf! Jamais je courte, esti. Hein? Ça suffit, là. Clairement. Mais écoutez, mettez vos culottes, esti, là. Puis les salopettes, puis mettez les bretelles, serrez ça au plus fort, esti, là. Puis égorgez-vous avec. Mais commencez à mettre des méthodes, puis créer des automatismes, puis faites confiance à vos ressources. Hey, Nicolas, je l'écoutais parler, il mettait des alertes et des alertes. C'est talent, esti, faire du 24 sur le pagette, là, hein? Pour des hosties de niaiseries de même, là. Puis c'est pas vrai que si on coupe un accès, il y a quelqu'un qui va appeler à 3 heures du matin. Puis s'il y a quelqu'un qui est pour appeler à 3 heures du matin, mettez une méthode en place. Allez vers le self-serve à gauche et à droite avec des belles méthodes, mais commencez à couper directement puis mettre des automatismes. Vos ressources vous le disent depuis des années. Même les milléniaux le savent. C'est inquiétant, là, Chris. Ça, c'est le signe, là. Si les milléniaux le savent, eux qui veulent les meilleurs accommodements de la mort, puis avoir un bureau couvert de watts, là, c'est le signe qu'on touche de quoi, là? On a un filon ici, là. Mais bon, je vais s'exprimer. Oui. Ah non, c'est excellent. Oui. Arrêtez tout ce niaisage-là. De toute façon, le volet MFA par lui-même, on a touché ce qu'on avait touché. Le troisième élément de l'analyse de Manzan est très intéressante. Puis ça non plus, je suis pas surpris parce que je l'ai vu dans certaines circonstances dans mon travail. Fait que je suis pas pris. Puis là, je comprends pas qu'on se réveille en 2022 puis qu'on voit ça. L'essentiel, c'est que des malveillants se prennent un abonnement Azure, se montent des machines virtuelles dans cet abonnement-là et les utilisent pour attaquer d'autres abonnements ou d'autres éléments dans Azure ou O365, M365.
Et oui, puis j'aime bien ben, l'élément, c'est parce que fondamentalement, les adresses de Microsoft sont de confiance. Donc, comme l'attaque émane d'une IP de confiance, elle est nécessairement gradée beaucoup plus bas dans les alertes, donc elle va passer en dessous du radar. Ce qui donne aux malveillants une capacité d'agir au vu et au su de tout le monde en plus. C'est ça qui est terrible. Puis ils jouent, puis ils viennent défoncer nos équipements, puis là, ben, l'analyse va un peu plus loin, puis explique un peu davantage comme ça, puis c'est peut-être pas le but de ce qu'on veut faire, mais juste vraiment d'observer que les malveillants vont user de la confiance implicite qu'il y en a dans les différents éléments. Et j'ai vu des clients qui ont fait ce genre de confiance implicite-là, dit oui, on va whitelister toutes les adresses de Microsoft. Moi, j'ai dit non, je me suis pas fait des amis. Hein? On s'entend. Quand t'arrêtes de faire comme non, c'est pas un bon plan ce que tu dis. Ça a pas bien passé. Cela étant dit, là, on a la démonstration une autre fois, parce que en plus, dans les cas dans lesquels j'ai eu à vivre, on a eu des cas qui nous ont effectivement amené à justement l'usage contre ces organisations-là de ces whitelistings-là, parce que puis là, on les a interceptés, puis finalement, bon, on a la sécurité a eu gain de cause en cours sur le parcours. Cependant, il a fallu que ça fasse mal à l'organisation avant qu'on puisse agir. Parce que les gens sont de cette nature-là, vont faire confiance. Fait que moi, je trouve ça magique que ça apparaisse dans ces rapports-là. À peu près 2 ans après même plus que 2 ans de ce que j'ai vécu. Ça fait 3-4 ans que j'avais vu ces éléments-là se passer pour de vrai, dans la vraie vie. Maintenant, c'est documenté. Puis là, ben, c'est magique. Puis ce que je connais des SOC actuels, ben, ils vont tous être aveuglés par ce genre-là. Ils ne regarderont pas parce que ça vient de chez Microsoft, parce que naturellement, ils vont faire, parce que l'intelligence artificielle de Microsoft diminue la sévérité. Et les humains aussi qui le gèrent vont faire comme, ah non, c'est une adresse IP de Microsoft, voilà, c'est un 52 points quelque chose, pas, je n'ai rien à faire. Non, écoute, d'accord, tu as mentionné de quoi d'important? L'adresse IP. Tu sais, il y a des concepts, hein? Il y a des concepts, années 90, on restreignait, années 2000, on passait à un autre élément de configuration, autre que l'adresse IP, on restreignait, mais oups, on relâchait l'élément adresse IP. Tu sais, c'est comme une ballonne qui gonfle, puis qui dégonfle, puis qui gonfle, puis qui dégonfle, etc. Élément très important, tu as parlé d'adresse IP. Écoute, il y a une réglementation sur l'adressage IP. Chris, la réglementation est décrite dans Wikipédia, notamment dans les pays, etc. Et ça se raffine par province, par État, par utilité, par ci et par ça. Nicolas, t'as le meilleur indicateur Internet localisateur, écoute, d'une bebelle qui est l'adresse IP. Écoute, tu as un des meilleurs dénominateurs offrant géolocalisation, offre de services, produits, etc. Puis là, tu es en train de dire que là, Microsoft a ses plages, en passant à Microsoft, comme n'importe quelle entité et ou individu, on achète nos plages IP selon notre géolocalisation parce que il y a une régularisation. Là, tu es en train de dire qu'il y a comme eu un laxisme sur cette couverture-là ou sur les contrôles qu'on pourrait mettre en œuvre pour assurer sans vouloir que ça soit de la sécurité, assurer une excellente prestation de service, mais qui s'accommoderait d'une belle couverture de sécurité, puis il y aurait eu un laxisme. Là, écoute, on met pas Microsoft à l'avant-plan, probablement tout le monde est dans le même bain que Microsoft, fin de la discussion. Ici, on canarde personne. On canarde personne. Mais Nicolas a marqué un point important.
a ramené sur la table un point important, l'adressage IP. Asti, j'étais à l'école comme Nick, là. Il n'y a pas plus petit dénominateur commun que l'adresse IP, puis les beaux éléments qu'on peut mettre en place autour de l'adresse IP jusqu'à avoir la température de demain. Là, on peut mettre des mesures de sécurité, mettre des contrôles de sécurité, etc. Puis tout d'un coup, il y aurait un laxisme là-dessus. Come on. C'est de la confiance implicite. C'est exactement ce que Kevin Mitnick a utilisé des années 80-90 pour casser et rentrer dans plein de systèmes juste par de la confiance implicite. On est encore en train de faire les mêmes erreurs qu'on a toujours faites et c'est juste terrible. Mais on est en 2022, bientôt 2023, et on est encore dans ces genres d'erreurs-là où on prend pour acquis. On fait confiance. Et non, les malveillants utilisent Azure. Et non, les malveillants utilisent AWS. Ils utilisent Dropbox, utilisent OM365. Ils utilisent tout. On peut même pas faire confiance à ces affaires-là, puis je comprends pas qu'on fasse encore cette erreur-là. C'est vraiment hallucinant. Écoute, j'espère que l'écho de notre message va se répandre et va perdurer. Mais écoute, toi et moi, on a une bonne expérience. Je pense qu'on a une bonne expérience cumulée. L'adressage IP, c'est déjà c'est un intrant. Écoute, de qualité, tu viens de le dire. Faire confiance, etc. Je me souviens, j'ai installé du NT4. Tu vas t'en souvenir toi aussi. Hey, les fameuses notions de proxy, ça nous fait les cheveux pas mal gris, ça, NT4. Là. Toi, ça paraît pas. Moi, ça paraît ici. Mais c'est pas grave. Alors, check ici. Mais, en toi pis moi, là, te souviens-tu, tu rentrais dans les... T'achetais un NT4, que ce soit un workstation ou un serveur, peu importe, là, à l'époque, là, 100% des services Microsoft étaient sur le NT. Écoute, tu mettais ça à up, tu mettais ça à down, mais peu importe. Tout ce qui était proxy, notamment, parlait justement d'adressage IP, le whitelisting, le trust relationship transitif, etc. Tout passe par l'adressage IP. Tu sais, il me semble que ça, son cloche. OK, l'adresse IP, dénominateur, le plus petit dénominateur qui permet de dire, hey, on bloque ou on fait passer, on bloque avec exception ou on fait passer avec exception. Tout était là. Ça n'a pas changé, là. On parle de quoi? 1997, 98, qu'est-ce? On parle d'il y a 20 ans. 25. Moi, je dis 25. 25 ans. Oui. Tu sais, les milléniaux n'étaient pas nés, là. On parle de l'époque avant les milléniaux, là. On est loin, là. Mais il y avait encore des tapes cassettes puis des CD à cette époque-là. Les CD commençaient, tapes cassettes, imagine, là, on est loin, là. Ouais. Certains milléniaux pourraient avoir vu des bons vieux films puis ils diraient, oh, c'est un DLT, un DLT4, là, ou un DLT8, ils diraient, hey, c'est un 8 pistes, ça. On n'était pas là, on lui disait, oui, mon grand, t'as tout à fait raison, ça, c'est un 8 pistes. C'est un 8 pistes, je vais coller un collant de ABBA dessus. Toi, Pink Floyd, il n'y a pas de problème. Tu as tout à fait raison, c'est un 8 pistes. Mais les milléniaux, c'est drôle, tu jases avec eux autres. Ils sont très conscients de ce problème-là. Ils comprennent ça. Pourquoi, s'ils le comprennent, puis c'est pas à eux autres à l'appliquer, hein? C'est nos parents, c'est les bâtisseurs de nos infrastructures actuelles, la RAMQ, l'Hydro-Québec, on vit bien, etc. Nicolas et moi, on fait pas mal partie de la portion des bâtisseurs, la sécurité informatique. Mais c'est drôle, la compréhension est là, l'éducation est là, la culture est pas encore tout à fait là. Il y a un petit quelque chose qui manque. Mais bon,
C'est à suivre, c'est à suivre. On verra, on verra. Mais je pense que Nicolas sait exactement de quoi je parle, mais bon. Oh, on va y arriver. Mais tout ça est très drôle. Puis on va clore là-dessus parce que je pense qu'on en aura encore longtemps à déblatérer sur ce sujet-là. Je vais reprendre ce que tu disais. Je vais adresser ma troisième nouvelle qui est essentiellement puis qui est très épeurante en soi, puis à plusieurs facettes. Vous irez lire l'article dans les show notes parce qu'il est très intéressant puisqu'il aborde les différentes facettes, probablement dans des angles différents de ce que je vais aborder. Mais essentiellement, on aborde le sujet sur l'intégrité des données, sur la capacité de modifier des données sans que les gens s'en rendent compte. Puis là, il y a plusieurs axes. Ils vont aborder, entre autres, le deepfake, la capacité de faire de synthétiser des voix de gens puis de nous faire croire que c'est eux, de synthétiser des vidéos. Puis on envoie à l'heure actuelle des gens qui en entrevue, c'est un deepfake, c'est-à-dire qu'ils prennent la photo de quelqu'un puis se font passer pour cette personne-là dans une entrevue vidéo. Donc, on est rendu dans cet univers-là où le deepfake est rendu en train de s'entremêler avec ça. Il y a des moyens de le détecter, on a ces moyens-là, mais de plus en plus, les petites modifications subtiles, les corruptions subtiles aux informations vont être dommageables. Puis là, on parle de choses très vastes. On parle pas de Superman 3 avec le clown qui a pris ses demi-scènes puis qui est arrivé dans une corvette rouge le lendemain dans le parking des employés. Là. On parle de manœuvres beaucoup plus subtiles que celle-là. Et dans lequel cas, on va modifier, puis on a certains films de science-fiction-ish qui adressent ça où on va juste changer la médication. Changer un élément des éléments comme ça qui sont très difficiles à intercepter comme modification illicite et dans le fond qui viennent changer l'intégrité et la valeur de la donnée. Et on est peu ou pas outillé à l'heure actuelle pour repérer. Puis ça se peut que ça ait déjà commencé d'ailleurs. Si l'article en parle, c'est-à-dire que probablement qu'il y a déjà des filons qui détectent un peu ce genre d'éléments-là où on va commencer à faire ça. On le voit, à la limite, je parle du deepfake plus en introduction, mais les fake news sont le meilleur exemple qu'on n'est pas capable de contrôler à l'heure actuelle la qualité des nouvelles qu'on reçoit. C'est terrible parce que si on remonte, justement, on parlait justement dans notre temps avec les 8 pistes. Ben, dans notre temps avec les 8 pistes, les fake news étaient marginales et on était capable de repérer, puis toutes les grandes compagnies de médias filtraient assez bien ce qu'on avait. Fait qu'on était capable de se fier relativement à ces nouvelles-là comme étant fiables. C'est sûr, il y a toujours des questions d'opinion, tout ça, mais là, on ne débattra pas jusque-là. Mais j'aime bien. J'allais dire dans le temps du 8 pistes, là, les Classel pouvaient pas jouer du Aerosmith ou du Kiss. OK? Fait que c'était facile à l'époque de dire, oh, Chris, c'est pas Kiss, ça, là. C'est quelqu'un d'autre, là. OK, je voulais juste faire une petite blague. Elle est excellente. Mais cela étant, c'est justement, on est dans un univers, on n'est plus capable. Puis c'est terrible. Puis je prends l'exemple au moment, dans le fond, au moment où on enregistre, la guerre en Ukraine. Ça fait 6 mois, à peu près au moment où on enregistre, plus ou moins quelques jours. C'est juste cette guerre-là, puis pour moi, elle met en évidence le fait qu'on n'est pas capable de se fier à aucune nouvelle qui arrive de là, parce que autant ce que la Russie et que l'Ukraine divulguent, c'est essentiellement de la fake news au sens où ils manipulent l'opinion publique en leur faveur. C'est sûr qu'en tant qu'Occident, on est favorable à l'Ukraine pour beaucoup de raisons. Puis, bon, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, mais il n'empêche qu'ils sont excellents dans la désinformation, techniquement meilleurs que les Russes, qu'on peut constater, Formule. Puis pour réussir, puis là, ça mérite, parce que pour réussir à avoir une nouvelle qui est le plus proche possible de la réalité, je suis obligé de lire au moins 2, si c'est pas 3 sources distinctes pour corroborer l'information. Fait que pour ma charge personnelle, pour réussir à avoir la bonne information, qui avant, j'avais une source unique, puis j'étais content, puis j'étais comme ça. Là, j'en ai plus. Là, on parle d'éléments comme ça, mais si on embarque dans les éléments médicaux, on commence à avoir de la corruption de données médicales. Ça a des conséquences sur des vies humaines. Ça a des conséquences sur des décisions politiques qui mènent à ça. On va prendre, disons, l'exemple de la COVID.
si on prend moi, je suppose que ce qui est là est vrai, mais il n'est pas dit que dans 2 ans, une puissance comme la Russie, qui à l'heure actuelle est très hostile à l'Occident, décide de réussir à injecter des mauvaises nouvelles ou des mauvaises informations. Tant qu'à la vaccination, par exemple. Mais tu sais, en même temps, ils l'ont peut-être déjà fait. Tous les mouvements anti-vax sont peut-être appuyés par cette désinformation-là. Fait que on est dans un univers où ça devient très difficile. Puis ça a des conséquences. C'est-à-dire, là, très sérieusement, les anti-vax amènent malheureusement à un nombre très grand de décès qui auraient pu être évités. Mais en même temps, je respecte le choix de ces gens-là, mais je trouve qu'ils ont fait un choix qui n'est pas éclairé parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. On est encore dans la corruption, dans le deepfake, dans les modifications de ce sens-là. Ça devient très troublant. Comment les chefs d'État, le président des États-Unis va se baser sur de l'information qui a été corrompue par une puissance étrangère sans qu'on puisse la détecter? Puis il y a certains films comme Wargame, tant qu'à avoir des cheveux gris, où justement la simulation puis l'apparence de missiles nucléaires qui se déclenchaient. Juste le fait que les Russes, à l'époque de la guerre froide, là, c'est pour ceux qui connaissaient pas ce que c'est la guerre froide, ben il y avait une tension entre les États-Unis puis les Russes qui est similaire à ce qu'on revoit maintenant, mais qui était pire à cette époque-là, qui était dans un autre contexte, où il y avait tous des missiles qui pointaient vers l'un et l'autre. Il s'agit qu'un missile lève, que l'autre puissance allait enlever, puis finalement, ça allait escalader, puis ça allait finir par exploser. C'est un peu la prémisse de Wargame dans le sens de ce qui est fait. Dans ce cas-ci, s'il s'agit qu'on injecte une mauvaise information qui donne l'impression qu'une de ces deux puissances-là lance un missile nucléaire, ça sera pas drôle là, ce qui va se passer. Puis là, j'ai fini dans mon grand élan, fait que je t'en repasse la balle. Non, c'est bon. Écoute, outre ça, j'aimerais rajouter ceci. Dans ce que Nicolas vient de dire, c'est qu'il y a, grosso modo, une multitude de données qui rentrent dans toutes sortes d'analyses. Toutes sortes d'analyses qui prennent des décisions, notamment sur nos vies, nos modes de vie, certaines décisions, nos décisions, certaines décisions pour lesquelles on subit les impacts, mais où on n'a pas droit de parole, etc. La donnée devient pas importante, mais la donnée devient depuis très peu d'années prioritaire dans certaines prises de décision puis gestion de risque justement. Et puis beaucoup d'entités possèdent une quantité énorme de données. Certaines d'entre elles, très novices, font certains essais, malheureusement, qui pourraient aboutir justement à des décisions qui créent une petite forme de désastre, soit pour des entités ou certaines personnes, d'où l'idée importante que Nicolas a apportée, la fameuse intégrité. Donc, avoir une confiance ou un contrôle qui nous permet d'avoir une confiance sur l'intégrité, sur l'initialisation de la donnée, justement, avant son traitement qui mène à une décision. Tout le monde entend parler du fameux big data, du ci puis du ça. Il y a des super logiciels, des super capaciteurs, des super, peu importe, qui sont en mesure de traiter la donnée. Mais comme l'adresse IP de l'article précédent, la donnée devient le dénominateur. Donc, la source autoritaire qui a produit la donnée doit être fiable. Et puis, la donnée, avant d'être traitée pour prise de décision, doit demeurer intègre tout au bout de son initialisation, sa transformation jusqu'à prise de décision, etc. C'est extrêmement important. Et puis, maintenant, beaucoup d'entités utilisent ces schémas-là avec les données pour prendre des décisions. Donc, on vous consultera pas pour un sondage, désolé, mais on va prendre des données qui sont connues
pour prendre des décisions à nos places, pour décider d'une direction X, une orientation Y, ou d'une augmentation ou réduction de risque X, Y, Z dans telle ou telle situation, d'où l'importance justement d'une intégrité de la donnée, effectivement. Donc, il y a beaucoup de malfaiteurs. Là, ne l'a pas mentionné explicitement, mais il y a beaucoup de malfaiteurs qui sont là pas pour faire de l'argent, justement pour devenir une courroie de désentraînement, disons-le comme ça, pour arriver à des mauvaises prises de décision parce que la donnée n'est plus intègre. Alors, écoutez, il y a des éléments où tout ce qu'on fait, Nicolas puis moi, c'est qu'on vous informe, mais il y a des éléments pour lesquels c'est complètement hors de contrôle. Même pour Nicolas puis moi, dans certaines situations, on va probablement subir des mauvaises décisions à partir de nos données où on n'aura pas eu de contrôle parce qu'un élément perturbateur qui aura passé sous le radar aura altéré certaines informations. Mais d'où l'importance des entités qui utilisent ces données-là d'assurer une bonne gestion de risque, puis un bon contrôle des sources et de la qualité des données qu'ils reçoivent pour en assurer l'intégrité. Oh, c'est bon, je fais quasiment des poèmes. Des poèmes. Mais, oui, puis je suis d'accord. C'est un autre axe très intéressant que tu amènes, puis justement, c'est tout le volet machine learning. Au Canada, on a la C27, la partie 3 de la C27 qui amène une nouvelle loi, justement, sur l'intelligence artificielle, qui vient justement pas aussi bien décrit que tu l'as décrit, mais quand même amène un premier pas à s'assurer que la qualité des données qui sont mises dans le AI pour leur apprentissage est à un niveau suffisant. Puis c'est très important. Puis comment tout ça va se manipuler. Je sais que l'Europe aussi, mais j'ai pas le libellé associé à ça, mais c'est parti dans le parcours législatif européen. Et eux autres aussi sont en train de regarder ça parce qu'il y a des éléments très inquiétants. À ce que je sache, les États-Unis sont encore très absents de cette réflexion-là parce que je pense que c'est complètement dehors de leur radar. Mais je pense que ce serait les premiers à devoir justement légiférer et regarder ça parce que ce sont les premiers à qui ça va leur exploser en pleine face la corruption du AI par l'usage d'une mauvaise information. Écoute, je me prononcerai pas pour ou contre les États-Unis. Je pense qu'ils aiment beaucoup se faire cavalguer seuls. Ils ont leur propre plan. Par contre, qu'est-ce que tu as mentionné? Tu as parlé de l'Europe. Sais-tu quoi? Là, j'ai une petite dent sale en arrière, là. J'ai une carie, puis j'ai envie de l'enlever, là. Il y a été à un moment donné, à la fin des années 90, début 80, là, le Canada, côté Internet, infrastructure, on était ici. L'Europe était ici. Je sais que vous ne voyez pas. Tout d'un coup, là, l'Europe, ils ont fait une promesse. Ils sont arrivés ici, sont arrivés ici, sont arrivés ici, sont arrivés... Hey! Canada, je ne sais pas ce que vous faites, là, mais côté infra, côté techno, côté opération, côté juridique, législatif, ils sont en train de nous clencher dans le prélat, ils prennent de l'avance, des initiatives, puis des bonnes initiatives, esti. Puis on fait comme tout d'un coup dire, on était sur nos lauriers des années 90, années 2000, Vidéotron de 500 kilobits, il n'y a pas de problème, on a un anneau 60 clients, ça fait 30 mégabits, 500 kilobits. Je sais, esti. Mais on peut-tu, à un moment donné, dire, hey, Chris, on a forgé la parade. Les Européens ont surfé dessus. Je dis pas explicitement qu'ils ont surfé là-dessus. Il y avait le plan, en tentant de se faire damer le pion. Juste question de fierté. Juste question de fierté ici, là, puis d'orgueil, là. On peut-tu dire, hey, on peut-tu reprendre le dessus, esti? Puis à la limite, les caler, puis lui dire, hey, c'est quoi votre plan? Il a l'air bon en esti. On a des cultures similaires, des infras similaires. Il me semble qu'on peut travailler... c'était ma deuxième montée de la tabarnak. Mais bon, Chris,
Ouais, je suis d'accord avec toi qu'on a vraiment dormi sur nos lauriers à bien des aspects technologiques. Au niveau des cellulaires, on est en retard, l'Internet, on est en retard, on est en retard législatif. Je sais pas ce qui s'est passé dans les années 90 pour on abandonne, les années 90 2000, qu'on abandonne tout ça. Là. Libéraux. J'ai étudié libéraux. Oh, excuse-moi. Libéraux. Ouais, bon, c'est ça. Fait avant que ça dérape un peu trop, on va clore. Très bel épisode. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, on faisait un test sur une nouvelle plateforme en plus, justement pour tester ça. On revient avec d'autres épisodes en présentiel parce que c'est beaucoup plus agréable d'enregistrer en présentiel et ça donne beaucoup plus d'interaction funny. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente écoute. Bonne chance si vous l'avez écouté au complet. Puis, on se revoit prochainement. Les milléniaux qui ont des questions, on va y répondre. Faites-vous-en pas. Salut à tout le monde.